Une revue de quelques revues avec Gérard Galliot, conservateur du patrimoine. Gérard, bonjour. Bonjour Claude. On va feuilleter donc nos revues habituelles. On commence par « Ça m'intéresse ». À quoi pensent les animaux s'ils pensent? Oui, c'est un peu compliqué comme question et les chercheurs n'ont encore pas résolu totalement. Bon, il y a des avancées, certes, mais on ne le sait pas. Alors, de quoi sont-ils conscients d'eux-mêmes? Mais chaque fois qu'on utilise un vocabulaire, c'est un vocabulaire typiquement humain. C'est de l'anthropomorphisme. Quand on regarde son chien, son chat, on dit... on lui prête des pensées. Oui, on lui prête des pensées. Alors, sont-ils conscients d'eux-mêmes? Alors le problème a été résolu en partie par un psychologue américain, Gordon Gallup, qui a développé un test désormais célèbre qui a mis en évidence la conscience de des soi-disant animaux en les plaçant devant un miroir. Alors vous imaginez l'animal devant un miroir et puis on lui a marqué la face avec une tache de couleur. S'il cherche à retirer la marque en se regardant, c'est qu'il a perçu qu'il contemplait son image. Et non pas un copain. Et non pas un copain, un congénère. Alors, évidemment, l'expérience, je raconterai une anecdote, c'est il y a très longtemps, dans ma profession, la ville de Besançon m'avait demandé d'éloigner les corbeaux freux de Chamard, parce qu'il y avait l'hôpital à côté. Oui, et puis ils crottent sur les voitures. Et ils faisaient grand bruit, et puis ils détérioraient les carrosseries des voitures, en se lâchant un petit peu. Et on avait pris, à l'époque, il fallait un procédé non perturbant. Alors on avait pris des écrits, des effarouchements, bien sûr, mais comme on était loin et puis que les arbres étaient très hauts, ils n'entendaient pas forcément très bien dans le brouhaha de la ville et des voitures. Et puis on avait pris à une époque un fusil laser, ça venait de sortir, c'est très ancien ce que je vous raconte. Et le fusil laser, c'est une petite tache rouge, donc ça lançait pas de balles, c'était inoffensif, mais par contre on s'était dit qu'on allait leur faire peur. Pas du tout. Chaque fois que la tache rouge atteignait un oiseau, donc sur le plumage bien noir, il y avait une tache bien rouge, et l'oiseau, il se déplaçait, et on le voyait qu'il se contorsionnait sur sa branche, mais qu'il avait bien conscience que la tache rouge, c'était pas à lui, c'était quelque chose qui venait d'ailleurs. Donc, sans le faire exprès vraiment, on avait aussi refait cette expérience. Alors, le test du miroir, il est spectaculaire. Quand l'animal réussit l'analyse, on analyse que c'est effectivement un animal qui a conscience de lui-même, mais par contre, ça ne marche pas toujours parce que il peut ne pas reconnaître, l'interprétation est donc ambiguë. Et effectivement, il y a des animaux qui, eux, recourent davantage à l'olfaction, comme les chiens, les reptiles qui sont pénalisés, et puis d'autres animaux qui ne perçoivent pas de la même façon que ces animaux qui gagnent le test. Alors, on voit bien que ça a des limites. Comment démontrer qu'ils ont conscience d'eux-mêmes, c'est forcément un peu difficile. Alors, on a trop tendance à évaluer la capacité des animaux en fonction des nôtres. On se compare, on veut les voir un peu comme eux. Mais quand on prend l'immense famille, enfin la famille c'est plus une famille, mais c'est le groupe des insectes, bien évidemment les pratiques sont totalement impossibles, on est trop éloigné pour pouvoir trouver des tests, on en trouvera sans doute, mais c'est pas encore le moment. Alors, la douleur, un chien qui gémit se lèche la patte et évite de la poser au sol. Alors on se dit qu'il souffre, mais n'est-ce pas justement un réflexe? Parce qu'on peut trouver plein d'autres raisons à ce comportement. Donc là, les éthologues sont divisés. Alors, il n'existe aucune preuve universellement acceptée de l'existence d'une expérience de la douleur chez eux. Le doute, nous dit-on, est si fort qu'en avril dernier, des scientifiques ont rédigé la déclaration de New York sur la conscience animale, signée par 500 chercheurs. Alors, son message est simple. Puisque conscience et douleur sont possibles, le principe de précaution nous impose de faire comme si elles étaient certaines. Et on voit bien dans les abattoiurs aujourd'hui où on s'arrange pour étourdir les animaux avant de les saigner. Oui, et on a un comportement suisse c'est que les homards, on les plonge pas directement dans l'eau bouillante, mais on les étourdit avant de les plonger dans l'eau bouillante. On voit bien que ça change totalement notre relation à l'animal et que il y a encore beaucoup de précautions à prendre. Et combien de faits divers sont décrits dans la presse par des comportements encore un peu, je dirais, anciens,
Mais j'ai l'âge et j'ai connu, comme vous Claude, sans doute le cas du lapin qui le samedi soir passait un mauvais moment et souvent, bon, on lui faisait subir quelques comportements, enfin quelques sévices qu'on ne pourrait plus faire aujourd'hui. D'accord. Alors, on va aller à autre chose. C'est la question du mois. Est-ce qu'il y a un alternatif à la maison de retraite? Alors, ça c'est bien compliqué parce que en vieillissant, on se pose tous la question, qu'est-ce que je ferai demain? Est-ce que j'irai dans une maison de retraite ou est-ce que je cherche, si je le peux, à rester chez moi? Le plus longtemps possible. Le plus longtemps possible pour jouir de mon jardin, jouir de mes amis, regarder les paysages qui me sont familiers. Ça, c'est vraiment une question très compliquée. Et vivant dans un village, ayant été élu moi-même, j'ai vu combien de gens étaient en difficulté en vieillissant, tant qu'ils avaient encore de l'autonomie, en se disant, est-ce que je dois prendre la direction tout de suite d'un établissement spécialisé ou est-ce que je reste encore chez moi? Pour tout dire, à 99%, je n'ai pas fait des mesures, mais on est à peu près à ce niveau. On a mieux rester chez soi. Ben bien sûr, on reste chez soi parce qu'on peut encore vivre, on ne s'isole pas. Et plus on peut rester chez soi, mieux c'est. Alors après, c'est un problème, je dirais, qui ne peut pas être vrai quand on est locataire en pleine ville, au 15e étage d'un immeuble, et qu'on n'a pas finalement un environnement tout à fait aussi favorable que celui qui vit dans la campagne. Mais il faut penser à ça, à nos personnes âgées qui doivent rester, si elles le veulent, le plus longtemps possible chez elles. Elles le méritent bien. C'est ce que disait un président de conseil général que je connaissais bien. Alors, effectivement, il y a eu un coup de tonnerre aussi en janvier 2022 sur l'ouvrage qu'on appelle Les Fossoyeurs, du journaliste Victor Castanet, qui dénonçait la maltraitance subie par les résidents des EHPAD. Alors, tous les EHPAD ne sont pas au même niveau, mais il a quand même dénoncé une maltraitance dans quelques EHPAD pour personnes âgées, dépendantes, d'un groupe qui est cité dans l'article, Orpea, La parole se libère et d'autres scandales éclatent dans le public comme dans le privé, qui jettent l'opprobre sur l'ensemble de ces structures d'accueil de grand âge. C'est pas très simple. Accompagnant moi-même, je sais quelle est la difficulté des personnes soignantes. C'est pas toujours facile, le contact. Il faut énormément de psychologie et beaucoup de courage pour exercer ces métiers qui sont formidables, mais qui en même temps demandent énormément. Alors, des aménagements, on nous dit plébiscité par 85% des personnes âgées. Le maintien à domicile peut se révéler bénéfique sur le plan psychologique. Un déménagement est souvent vécu comme une rupture avec le passé et les souvenirs heureux. C'est ce qu'on a dit tout à l'heure. Mais ce qu'il faut dire, c'est 90% des maisons sont mal adaptées. Alors, il faut penser que ceux qui construisent aujourd'hui doivent penser à trouver les bons, je dirais, ne pas multiplier les niveaux dans leur maison, dans leur habitat, des portes suffisamment larges pour faire passer le déambulateur ou le fauteuil roulant. Ceci dit, un jeune peut se casser quelque chose et se retrouver en fauteuil roulant. Il y a aussi des handicapés de tous les âges. On l'a vu d'ailleurs aux Jeux paralympiques dernièrement. Donc, l'installation de rampes d'accès, de douches, de plain-pied, de toilettes surélevées, pose de volets roulants, etc. Donc, sont autant d'adaptations qui peuvent se faire. Alors, il y a la coloc intergénérationnelle pour vieillir entouré. Effectivement, quand on est seul, parce que tout le monde n'a pas le même type de famille, un senior ayant une chambre disponible la propose à un étudiant en quête d'un toit. Alors ça, il faut accepter l'autre, bien sûr, qui habite chez soi. Ça, c'est pas, je dirais, c'est assez fréquent, où un jeune vient et sous peine de quelques courses, ne s'occupe pas de tout, mais au moins il y a une présence dans la maison. Alors voilà, il y a plein de formes différentes qui sont expliquées dans cet article. Voilà, merci Gérard pour ces questions d'alternatives à la maison de retraite. On fait une pause et on va retrouver la revue Epsilon.
L'actualité des magazines et publications sur RCF, la revue des revues, Claude Farc. Alors, cette fois-ci, c'est la revue Epsilon qui se pose la question, est-ce qu'on peut remonter à l'organisme le plus ancien? Autrefois, on était à quelques 4 milliards. Maintenant, c'est 4 milliards 500 millions, enfin 4, 5, 6, 7. Le premier organisme commun, est-ce qu'on peut le décrire et comment faire? Alors, effectivement, c'est le fruit de la recherche poussée et d'une avancée technique et technologique. Jusqu'à présent, c'est ce que vous dites, Claude, le premier organisme vivant, c'était un fossile, quelque part. Ça ressemblait à une bactérie, on parlait des cyanobactéries, et puis on en a trouvé d'ailleurs sur les plages en Australie, de ces regroupements de familles de cyanobactéries. Mais les scientifiques sont allés plus loin en faisant l'analyse génétique et en remontant le temps, en se disant qu'il y a des gènes qui ont pu durer, et ils ont remonté le temps et ils arrivent à 4 milliards 2, 4 milliards 3. Même 4 milliards 5, presque à l'origine. Presque à l'origine. Ça veut dire qu'à l'origine, ils supposent que le refroidissement a été plus rapide qu'on pouvait l'imaginer. Et que l'analyse... alors, il n'y a pas de fossile, là. On est dans le virtuel total. Mais tout le monde s'accorde à accepter ce virtuel total pour désigner notre aïeul qu'on appelle Lucas. Alors, Lucas, c'est l'acronyme tout simplement de... je vais le dire en français, c'est l'ancêtre commun, le dernier ancêtre commun universel. Alors, ça veut dire que l'origine de la Terre ne s'est pas passé exactement comme on l'a imaginé. C'était beaucoup plus vivable, si je puis dire, que ce qu'on pensait. Personne, il y a quelques années encore, n'aurait pu soutenir que la vie puisse s'épanouir dans cette sulfureuse période ouverte il y a 4,54 milliards d'années. Mais cette période passée, on a vu que l'atmosphère riche en CO2, jusqu'à des milliers de fois plus qu'aujourd'hui, en azote, en méthane, en sulfure d'hydrogène, en ammoniac, cet environnement mortel pour nous a été quand même propice à la mise en œuvre de réactions chimiques complexes. Alors, comme ça, on a pu arriver à ce fameux Lucas. Comme on en trouve autour de ces fumées, ces cheminées fumées au fond de l'océan. C'est ça. Alors, son génome, il était déjà constitué d'ADN, long de 2,75 milliards de lettres. Donc, on voit comment on a pu remonter le temps simplement par la connaissance génétique actuelle, ce qui est assez exceptionnel. Une taille comparable, nous dit-on, à de petites bactéries marines modernes. Possède une machinerie. Lucas possédait une machinerie capable de se répliquer, puisque c'est le souci de la vie, c'est se répliquer et de se reproduire, des protéines, et notamment 2600 protéines. Là, on arrive vraiment à remonter le temps. Alors, que dit ce génome? Que son propriétaire est anaérobie, donc il ne respire pas d'oxygène, puisqu'il n'y a rien encore à l'époque. Il se nourrit d'hydrogène et de carbone, voire d'azote. Il est aussi capable de supporter une certaine chaleur et sans doute de réparer les dégâts causés de son ADN par les rayons ultraviolets qu'il y avait certainement à l'époque. Mais il ne vivait pas seul. On nous dit qu'il y avait tout un écosystème primitif pour l'entourer et que des organismes produisaient eux-mêmes des déchets biologiques qui valaient de l'or pour leurs voisins. C'est-à-dire que tout était bien organisé pour que chacun profite de l'autre. Et c'est comme ça que Lucas a pu passer le temps et nous arriver aujourd'hui sous d'autres formes par son évolution. Voilà l'écosystème primitif. Alors, autre chose, pour plus actuel, là, l'éthique, alors pourquoi c'est si méchant? Alors, il y a au moins trois maladies, trois types
qui nous font, hein, ces espèces de bestioles, hein, les tiques qui nous partagent un peu de toutes sortes de saletés. Oui, le premier travail du chasseur avec son chien quand il rentre, c'est de regarder si dans la fourrure il n'y a pas des tiques. Et puis c'est aussi le cas des promeneurs qui s'est aventuré en forêt ou dans les prairies, et puis qui peut ramasser une tique, c'est pas rare. Alors, on nous dit, attention, n'exagérons pas, les tiques, on n'en meurt pas subitement. Par contre, c'est suffisamment sérieux pour qu'on s'en inquiète. Il faut être vraiment très malchanceux, nous dit-on, pour être malade. Se faire mordre par une tique infectée, qu'elle transmette l'infection et que le mordu finisse par contacter la maladie, c'est une psychose, nous dit-on, sans fondement. Parce qu'on a en nous, je veux dire, la possibilité de lutter contre. C'est vraiment par hasard, ou disons, parce qu'on est affaibli, qu'on va avoir cette maladie. Oui, tout à fait. Ces symptômes. Alors, cette tique, elle reste longtemps, se gorge sur le corps. Alors, elle détecte, pour tomber dessus, elle détecte la chaleur. Au passage, près des branches, dans l'herbe, immédiatement, elle se laisse tomber, pop, elle s'accroche, et puis elle se gorge de sang, alors elle suce du sang pendant de longues heures, avec une partie de sa tête enfouie dans la peau. Alors, il y a des tire-tiques aujourd'hui. Oui, il faut faire attention de les tirer comme il faut, autrement la tête reste dedans. Voilà, tout à fait. Donc, il faut éviter effectivement de laisser la tête. Alors, les chercheurs étudient cet animal millimétrique apparenté aux arachnides, c'est presque une araignée, mais c'est pas tout à fait ça, qui prend l'importance comme vecteur majeur de maladie. Alors, il y a aussi... Il n'y a pas que la maladie de Lyme, comme on la connaît le plus universellement, je crois. C'est que les tiques, c'est un des rares animaux à abriter 3 types de pathogènes. Alors déjà des bactéries. Alors ça, c'est assez fréquent. Borrelia, bon, je ne vais pas tous les citer. La fameuse maladie de Lyme. Des virus. Alors, des flavivirus, des virus à ARN responsables du looping L du mouton et de l'encéphalite à tique. Bon, ça, tout le monde ne chope pas ça. Des parasites qui sont présents régulièrement de 0 à 20% des tiques selon les espèces et les régions. Alors, c'est effectivement un animal qui prolifère chez les petits rongeurs, des reptiles, des oiseaux, et plus de gros cervidés, des sangliers, des bovins et bien sûr l'homme. Alors, les cervidés, c'est pas rare de voir derrière les oreilles des masses de tiques qui sont plantées derrière les oreilles parce que là, la peau est fine et puis ils peuvent pas se gratter là. Ben, ils peuvent pas se gratter, ils sucent le sang. Donc, cet animal, on nous dit de ne pas paniquer, mais on dit qu'aujourd'hui, il y a une certaine invasion sous l'effet du réchauffement. L'aire de répartition des tiques change énormément. Ils n'étaient pas présents à très haute altitude et maintenant on les trouve à plus de 1600 mètres. Donc c'est un animal qui croît facilement et s'étale facilement compte tenu du réchauffement climatique qui fait craindre une évasion. Voilà. On nous répète, il ne faut pas paniquer, certes, mais tout de même, la tique se révèle une terrible machine infectieuse. Et faire attention quand on s'est promené dans la campagne. Deuxième pause avant d'arriver à la 3e revue Science et Avenir. Voilà, alors dans notre 3e revue, Science et Avenir, il est question de la chasse. Alors, est-ce que la chasse a une action sur le patrimoine génétique du gibier ? A priori, oui. Alors, ce qui est paradoxal, c'est que depuis un certain nombre d'années, les chasseurs, je dirais, sont beaucoup mieux acceptés. Aussi, eux, ils ont fait un peu le tri dans leur façon de faire, et avec des règles de plus en plus strictes, où ils ont une certaine action sur, je dirais, la protection de la nature. Alors, même si de temps en temps, il y a quelques dérives, c'est quand même globalement ce qu'on peut retenir de la chasse. Mais donc chaque année, des centaines de milliers d'animaux sauvages sont tués à la chasse. Les chercheurs sont persuadés que les chasseurs altèrent le patrimoine génétique du gibier qu'ils ciblent. Parce que c'est vrai qu'on a toujours compté en nombre d'espèces, mais jamais en qualité de l'espèce. Alors c'est vrai qu'on retient aussi le côté négatif.
Notamment, on cite dans l'article, là, au XVIIe siècle, le dodo de l'île Maurice a été éradiqué en quelques décennies, alors, par des chasseurs, par des gens qui voulaient manger, plus exactement. Et puis, il y a un certain nombre d'oiseaux qui ont disparu par des chasses effrénées. Mais le patrimoine génétique, c'est nouveau, c'est plus discret, sans forcément en avoir conscience. Les chasseurs qui arpentent cet automne les campagnes et les forêts altèrent ce patrimoine génétique du gibier qu'ils ciblent. Pourquoi? Parce que des centaines de millions d'oiseaux sont tués tous les ans dans le monde, hein, bien sûr, pas qu'en France. On ne sait rien des conséquences à long terme de ces prélèvements. Mais pourtant, chaque oiseau, nous dit-on, est différent de son congénère. Et effectivement, chacun est différent, n'a pas le même patrimoine génétique. Et il est plus ou moins gros, plus ou moins gras, mais on a tendance à chasser des animaux qui sont sans doute plus fragiles. Oui. Parce que ils sont plus au bout du canon du fusil que les autres. Il faut donc pas seulement envisager la chasse au travers du nombre d'animaux, mais de l'état de ces animaux. On peut ainsi imaginer que chasse et mortalité naturelle se recoupent entièrement, le coup de fusil ne faisant qu'anticiper un décès naturel dans les semaines ou les mois qui suivent. Ça veut dire que la sélection de ces animaux-là est déjà quasiment faite par la chasse. Par la chasse. Alors, comme on l'a vu, grâce au bagage d'individus et l'utilisation de balises satellites, une technologie encore très onéreuse, on commence à entrevoir d'importantes disparités comportementales. Un changement aussi dans les routes migratoires. Alors c'est vrai que les routes migratoires, elles sont cartographiées, et c'est pas rare qu'on voit publier ces cartes du monde sur les trajets de certains oiseaux. Chez certains oiseaux, une telle hérédité était démontrée pour la longueur des ailes et des pattes, ainsi que la date de départ de la migration. On a ainsi constaté un changement dans les dates et les routes de migration de certaines oies des neiges qui évitent les chasses de printemps. Donc au bout d'un moment, on a sélectionné effectivement des animaux qui, eux, prenaient telle ou telle route et alors se sont mis à prendre d'autres routes. Les chasseurs convoitent en effet les trophées dans certains nombres d'autres animaux, notamment les cervidés, les cornes les plus longues, les bois exceptionnels. Ce sont des caractères sexuels secondaires, les organes visibles ou la couleur qui permettent de distinguer un mâle d'une femelle en dehors du sexe lui-même. Mais, en chassant ces cervidés, le chasseur a tendance à, bien sûr, à tirer sur l'animal qui a le trophée le plus beau. Ce qui fait que reste... Au bout d'un certain temps, je veux dire, la génétique va changer. La génétique va changer. Et il est vrai aussi qu'ils ont vu ça on a vu ça sur les mouflons mâles qui ont perdu un tiers de la longueur de leurs cornes en quelques décennies. Et puis il y a aussi le cas des éléphants, alors c'est ailleurs ça bien sûr, où on trouve des éléphants qui ont des défenses les moins grandes. Hein. Parce qu'on a tué tous ceux qui avaient des grandes défenses. C'est ça. Et or, ces défenses leur servent à quelque chose, puisqu'ils leur servent à remuer le sol, parfois, pour se nourrir. Voilà. Donc, il nous restait un petit... sur la voiture automatique, les taxis sans chauffeur, mais peut-être... ce sera... on peut dire tout simplement que ça marche pas aussi vite, ça vient pas aussi vite sur le marché qu'il était prévu, puisqu'il y avait de forts engouements il y a quelques années. Aujourd'hui, ça existe encore, donc ça arrivera, mais ça arrive tout doucement parce qu'il y a quand même des problèmes de sécurité qu'il faut gérer. Monter dans sa voiture, tourner le bouton et puis lire son journal en allant où on voulait, c'est pas pour demain. Merci Gérard, on se retrouve dans un mois.